Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un saut de plus de 5000 ans en arrière que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand à la recherche de nos racines. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Je vous invite en effet cet après-midi à un double voyage dans l'espace, vers le Moyen-Orient, quelque part en Mésopotamie, mot à mot entre les fleuves, c'est-à-dire entre l'Euphrate et le Tigre, et puis un voyage dans le temps, jusqu'à l'an 3000 environ avant notre ère. Et vous me disiez Franck, hors antenne, que c'est aussi pour vous un voyage dans vos propres souvenirs. Eh oui, Julia, je vais remonter le flot de ma mémoire jusqu'au temps béni où, tout jeune étudiant, je séchais les cours pour venir flâner, rêver des journées entières dans les sublimes salles, souvent désertes d'ailleurs, du département des Antiquités orientales au musée du Louvre, entre les stèles de rois guerriers et les statues décapitées du roi Gudea de Lagash, devant les représentations gigantesques du héros Gilgamesh, au pied de murs entiers de céramique multicolore qui représente des archers morts depuis 5000 ans. Enfin, pas tout à fait pour ce qui est des archers de Suse. Bienvenue dans un monde différent, presque oublié, et qui est pourtant à l'origine d'une autre, car les tablettes d'argile des très antiques royaumes de Sumer et d'Akkad ont, comme le disait le maître Jean Bottero, quelque chose à voir avec nos plus vieux papiers de famille. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De la civilisation mésopotamienne, glorieuse et flamboyante durant 3 millénaires, il ne restait plus que des monticules et des tablettes d'argile éparses après les passages des conquérants Mèdes et Perses, puis des troupes d'Alexandre de Macédoine, enfin les ravages des peuplades qui allaient envahir l'Europe. Or, la magnificence de Bagdad, l'ère chrétienne plongea la région dans l'oubli durant les siècles suivants. Comment cette grande civilisation aurait-elle jamais pu renaître, sinon, comme toujours, par la curiosité de quelques-uns? C'est tout récemment qu'on la découvrit fondatrice, antérieure même à l'égyptienne. Ainsi vont le cours du temps et l'évolution de l'humanité. Ces mots servent d'introduction au captivant chapitre que Jean-Claude Simoën consacre à la Mésopotamie dans son épopée de l'archéologie qui ressort ces jours-ci dans la collection de poche Tempus. Tout à l'heure, Jean-Claude Simoën nous rejoindra sur les sentiers argileux desséchés de soleil, bordés de roseaux de cette région moyenne-orientale où tout a commencé. Laissez-moi d'abord, à titre de préambule, vous présenter un grand roi de la très antique ville d'Uruk, roi mythifié, divinisé après sa mort aux alentours de l'an 2600 avant Jésus-Christ, est devenu le héros de la plus antique épopée de notre monde, Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, telle que je vais l'évoquer, a été rédigée en langue akkadienne au début du 2e millénaire, mais il faut bien comprendre que ces récits s'appuyaient eux-mêmes sur d'autres nettement plus anciens, écrits en langue sumérienne et dont on a retrouvé quelques fragments sur des tablettes d'argile. Nous allons tout à l'heure revenir sur le curieux alphabet de ces langues archimortes et sur leur déchiffrage tout à fait miraculeux. Alors qui est-il donc, ce Gilgamesh? Oh, je laisse tout simplement la parole au poète anonyme des temps très anciens. Exceptionnel monarque, écrit-il, célèbre, prestigieux, preux rejeton d'Uruk, buffle à la corne terrible, tel était Gilgamesh, parfait, éblouissant. Entre la multitude des hommes, il n'y en avait pas un qui pût rivaliser avec lui en souveraineté et déclarer, comme lui, le roi, c'est moi et moi seul. En vérité, les dieux ont tôt décidé d'éprouver la bravoure, d'éprouver la force, d'éprouver aussi, disons-le, l'orgueil de Gilgamesh, et ils ont cette idée, qui n'appartient qu'à des dieux, d'aller créer une sorte de sosie. Ils font un double de Gilgamesh, comme une sorte de jumeau qu'ils arment des mêmes puissances, de la même bravoure, et qu'ils installent tranquillement dans le désert, en attendant qu'ils viennent menacer la cité d'Uruk, la cité de Gilgamesh. Alors, pour commencer par l'amadouer, Gilgamesh
Gilgamesh lui envoie quelques courtisanes, des femmes expertes dans l'amour raffiné et libre qui se pratiquait dans la belle ville d'Uruk. La première courtisane parvient d'ailleurs à séduire l'alter ego, qui en vérité s'appelle Enkidu. Et d'écarter ses voiles, nous dit le poète, et de se découvrir le sexe pour qu'il y prie sa volupté sans crainte de l'épuiser. Quand elle eut laissé choir son vêtement, il s'allongea sur elle, et elle lui fit à ce sauvage son affaire de femme, tandis que de ses mamours il la cajolait. 7 jours et 7 nuits, Enkidu excité fit l'amour à sa courtisane. Donc vous imaginez, on peut dire que Gilgamesh a réussi. Eh bien en vérité, pas tellement, parce que cette courtisane ne trouve rien de mieux que d'attirer Enkidu jusqu'à la cité du roi Gilgamesh. Elle le fait entrer dans Uruk et là ça devient extrêmement difficile. Il faut vous dire que Enkidu, dès son entrée dans Uruk, est choqué par l'attitude du roi, par le comportement, comment le qualifier ? Par le comportement oppressif de Gilgamesh. Et il va finir par le défier en un duel terrible. Les deux hommes, si je puis dire, les deux géants vont s'opposer dans un corps à corps violent. Ce sont des colosses qui combattent. Et au moment même où Gilgamesh va devoir céder devant la force tellement extraordinaire d'Enkidu, eh bien, ils finissent par s'embrasser. C'est une sorte de retournement de situation. Vous savez qu'on dit que les grandes amitiés naissent toujours de confrontations assez dures. Eh bien là, c'est le cas. D'une inimitié initiale va naître ce qui est sans doute l'une des plus belles histoires d'amitié fraternelle de toute la littérature antique. Alors Gilgamesh, avec ce qui désormais va devenir son confident, son serviteur, Enkidu, son ami devrais-je dire, décide de leur créer à tous deux une mission à la hauteur de leurs extraordinaires pouvoirs. Ils vont s'en aller couper des cèdres très loin dans les forêts du Liban. Et ces cèdres, il va falloir les rapporter. Et au passage, il aura fallu triompher des pouvoirs eux aussi surnaturels et terrifiants du monstrueux Humbaba. La route est très longue pour aller jusqu'au Liban. Elle est semée d'embûches, bien entendu. La rencontre avec Humbaba est aussi dure que ce qu'on imaginait, peut-être même pire encore, mais finalement, les deux géants parviennent à s'emparer du féroce gardien des forêts libanaises. Ils le tuent en dépit des hésitations de Gilgamesh, qui a beaucoup plus d'état d'âme dans toute cette affaire qu'Enkidu lui-même, beaucoup plus dur, beaucoup plus brutal, et finalement ils vont rapporter les cèdres d'une façon simple. Ils mettent les cèdres à flot et ils les ramènent sous forme de radeau. C'est alors que la déesse Ishtar, qui est la patronne de l'amour physique, qui est bien connue pour ses dévergondages, c'est alors qu'Ishtar va tomber amoureuse de Gilgamesh. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Avec un récit de Franck qui met maintenant un coup de projecteur sur l'une des plus vieilles histoires d'amour du monde. Ah oui, on est dans l'extraordinaire saga de Gilgamesh, dans cette épopée de la Mésopotamie antique. Alors l'histoire d'amour entre la déesse Ishtar et Gilgamesh, ça va tourner court, hein, je vous dis tout de suite. Parce qu'il la repousse en fait. Elle était peut-être un peu trop facile en quelque sorte, et elle, furieuse, s'en va se plaindre auprès du grand dieu du ciel qui s'appelle Amu, le taureau céleste géant. Elle lui demande de la venger et d'écraser ces deux espèces d'insupportables Enkidu et Gilgamesh, moyennant quoi les deux compères finissent par égorger le dieu du ciel. Il n'avait qu'à rester tranquillement à sa place. Enkidu lui jette au visage va jeter au visage d'Ishtar une des cuisses du taureau qu'ils viennent de tuer. Bon, ce sont des scènes qu'on a évidemment toujours un peu du mal à visualiser, mais enfin il faut faire preuve d'un esprit un peu antique, si vous voulez. Ils sont pleins d'un orgueil tout à fait mérité, nos deux compagnons, sauf que c'est à ce moment-là qu'Enkidu se met à douter, il fait des songes de plus en plus noirs, il tombe malade et bientôt il meurt. Et ça, pour Gilgamesh, c'est la douleur extraordinaire et suprême. Moi aussi je te pleure, dit le poème. Écoutez-moi, anciens de la cité, écoutez-moi déplorer en personne Enkidu, mon ami, éclaté comme une pleureuse en amère lamentation. Il va lui réserver un peu comme Achille à Patrocle des obsèques et des funérailles
tout à fait digne du grand héros qu'a été Enkidu. Et maintenant, Gilgamesh est seul pour affronter les épreuves que la vie lui propose. Et il a décidé d'aller affronter la plus importante de toutes les épreuves. Il est décidé à ne pas subir le même sort que son ami, à triompher de la mort et à aller chercher auprès de celui qui a été gratifié par les dieux de l'immortalité, c'est-à-dire Uttanapishti. Il est prêt à aller demander à Uttanapishti le secret de l'immortalité. Alors je vous passe l'histoire de l'incroyable voyage, de la traversée de mer extrêmement hostile qu'il va falloir accomplir pour arriver jusqu'à ce personnage qui finalement ne sera là que pour annoncer à Gilgamesh que l'immortalité non seulement est impossible, qu'il faudrait que les circonstances, en l'occurrence un nouveau déluge, se produisent pour qu'on ait suffisamment besoin de lui, qu'on ait suffisamment besoin d'un sauveur pour lui accorder ce don de l'immortalité, mais qu'en plus cette immortalité, elle n'est pas désirable, que la mort à laquelle il s'entraîne lui apprend le demi-dieu à travers le sommeil qui chaque nuit s'empare de lui, que cette mort est nécessaire, qu'elle fait partie du cycle, et on verra finalement Gilgamesh rentrer tranquillement chez lui, se rasseoir rasséréné sur son trône et continuer de gérer sa bonne ville d'Uruk, exténué, nous dit le poète, mais apaisé. Il va remplir désormais ses devoirs de souverain. Et la morale de cette histoire, c'est qu'en vérité, c'était la morale qu'avait donnée à Gilgamesh une tavernière qu'il avait rencontrée sur les bords de la mer avant d'aller voir ce héros, ce demi-dieu. Cette morale, c'est qu'en vérité, la vie sans fin que tu recherches, lui dit-elle, tu ne la trouveras jamais. Quand les dieux ont créé les hommes, ils leur ont assigné la mort, se réservant l'immortalité à eux seuls. Toi plutôt, remplis-toi la panse, demeure en gaieté jour et nuit, fais quotidiennement la fête, danse et amuse-toi. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invité cet après-midi sur Europe 1, Franck Jean-Claude Simoën, qui est écrivain, historien, éditeur et auteur notamment de l'épopée de l'archéologie qui vient d'être rééditée en Tempus chez Perrin. Et oui, cette épopée de l'archéologie, on avait déjà eu l'occasion d'en dire un mot avec Jean-Claude Simoën, mais cette réédition en poche tombe à point nommé pour parler de notre passion commune, cette Mésopotamie extraordinaire et que les Français ignorent quasiment. Nous venons de voir à travers ce survol, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que faut imaginer que le poème, l'épopée de Gilgamesh, est un très long texte, extrêmement détaillé. 3000 vers répartis sur environ 12 tablettes d'argile. Exactement. 3000 vers. Et là, énorme. on est sur le texte acadien qui lui-même s'inspire de textes encore plus anciens, bien entendu. Alors il faudra, on en parlera peut-être tout à l'heure, il faudra attendre le décryptage du cunéiforme pour s'apercevoir que cette langue acadienne, il faut dire quand même que l'épopée de Gilgamesh a été écrite dans plusieurs langues et ça a été réparti. Le mythe fondateur, c'est une épopée formidable qui d'ailleurs m'a donné le titre de l'épopée de l'archéologie. Exactement. C'est une référence directe, c'est en pensant au premier grand récit mythologique de l'histoire du monde. Où l'on parle déjà de déluge d'ailleurs. Hein. Alors, exactement, mais enfin quand même on est à plus de 5000 ans en arrière, c'est-à-dire 2800, 3000 ans avant notre ère. Je crois que les gens visualisent pas toujours bien. Hein. Faut imaginer, il y a beaucoup plus de temps entre cette période et la naissance de Jésus-Christ qu'entre sa naissance et notre propre époque. Hein. Et ce sont les grands mythes fondateurs, parce que vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez la recherche de l'immortalité. À vrai dire, Gilgamesh va partir à la recherche d'une plante qui aurait pu lui donner l'immortalité. C'est un mythe fondateur. On va retrouver ça après dans l'égyptologie, on va retrouver ça même dans le cinéma moderne. Jean Bottero disait que les tablettes piquées de cunéiforme étaient nos plus vieux papiers de famille. C'est en effet le fond même de notre civilisation qui se trouve là-dedans. Alors il a raison Jean Bottero, parce que c'est d'abord la première véritable écriture de l'humanité. C'est-à-dire que c'est le premier signe de la civilisation. Il faut bien comprendre qu'avant, nous étions dans le domaine de l'oralité. À partir du moment où les Sumériens vont inscrire cette écriture en tête d'épingle et en clou... cunéiforme, ça veut dire ça, hein, justement. Absolument.
il faut bien comprendre que c'est un premier signe très fort de civilisation. C'est-à-dire, finalement, Sumer a tout inventé. Nous sommes tous sortis de Sumer. C'est notre première carte d'identité. C'est le premier signe fort de la civilisation. Et c'est un partage énorme que de passer du pouvoir de la parole au pouvoir de l'écriture. Évidemment, ça va être réservé, comme toujours, à une élite, c'est-à-dire les scribes et les gens qui détiennent le pouvoir. Pendant très longtemps, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et même un peu au-delà, l'Antiquité, c'était la Grèce et Rome. Et puis, on découvre, à la fin du XVIIIe, on redécouvre l'Égypte et la civilisation égyptienne devient en quelque sorte notre horizon lointain. Et si il faut attendre le 19e siècle pour que émergent des argiles et des sols glaiseux de la Mésopotamie, cette civilisation sumérienne, on peut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas encore reçu les faveurs du public. Je disais tout à l'heure qu'on peut se promener dans des salles quasiment désertes au Louvre, dans le département des Antiquités orientales. Ça a un peu changé aujourd'hui. La muséographie aidant, on a orienté les visiteurs vers ces régions là du musée, mais je vous promets qu'il y a 20 ans, on n'y trouvait personne. On pouvait y passer une journée entière en croisant 3 visiteurs. C'était vraiment... Et pourtant, quel vestige extraordinaire. Nous y viendrons tout à l'heure. Alors, ce que j'aimerais, avant que nous n'en venions à cette langue, Jean-Claude Simoen, c'est en quelques mots que nous fixions des repères. À l'origine, il y a ces cités donc sumériennes. Je pense que le premier repère pour les auditeurs, c'est de le situer géographiquement. C'est ça. Il faut savoir que nous sommes à la frontière de l'Iran et de l'Irak. Exactement. Et que les montagnes directes, on parlera tout à l'heure du rocher de Beistoun, c'est les montagnes du Kurdistan. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie géographique. Sur la partie des découvertes archéologiques, des grandes villes, il faut savoir qu'elles vont toutes se situer, d'où le nom de Mésopotamie, c'est-à-dire le pays entre deux fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate. Et toutes ces villes, on les découvre petit à petit, tout au long du 19e siècle, et encore d'ailleurs en partie la première moitié du 20e siècle. Alors tout à l'heure, on va revenir sur ces différentes découvertes et sur les grands archéologues, c'est le sujet même de votre ouvrage. Mais ce que j'aimerais qu'on dise tout de suite, c'est en 2 mots, les Sumériens, c'est jusqu'à quelle époque à peu près ? Les Sumériens, c'est avant 3000 ans. Voilà, bien avant même, oui. C'est bien avant 3000 ans. C'est un peu concomitant à une autre civilisation qui est la civilisation hittite. Et elle se trouve plus au nord-ouest. Plus au nord-ouest. Et si on remonte un peu plus, alors on va ce que nous sommes en train de découvrir tout juste maintenant, parce que c'est ça, l'archéologie actuelle, moderne, avec que tout ce que les apports techniques de la modernité peuvent lui donner, nous sommes en train de découvrir tout juste la civilisation de l'Indus, qui est peut-être même antérieure. Alors elle est beaucoup plus à l'est, évidemment. Enfin, pas tant que ça d'ailleurs, mais elle est nettement plus à l'est, disons. C'est Mohenjo-Daro, tout ça. D'ailleurs, on pourra peut-être faire une émission là-dessus, c'est passionnant aussi, mais c'est un autre sujet encore. Donc, les Sumériens sont envahis par des barbares, ça devient l'empire d'Akkad, on parle des Akkadiens par la suite. Alors, les Akkadiens parlent, les nobles, hein, les gens lettrés parlent le sumérien. La langue akkadienne est la langue commune à toute cette partie du monde. Toute cette partie du monde où tout va naître. Vous savez que on commet encore à notre époque une erreur considérable, c'est que l'écriture cunéiforme est bien antérieure à l'écriture hiéroglyphique, bien antérieure. On mettait au début, c'était des pictogrammes. Alors on va y venir. C'est-à-dire des images. Cette écriture cunéiforme, qui donc est bien plus ancienne que l'écriture égyptienne encore, nous y venons dans un instant en votre compagnie, Jean-Claude Simoen. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Vous allez voir qu'en fait, cette archéologie du Moyen-Orient, elle est née en grande partie en Perse, et que c'est Paul-Émile Botta, notamment, notre père, le père de tous les archéologues, français en tout cas, qui le premier a découvert des merveilles dans toute cette région. C'est un immense archéologue, auquel lui a succédé un autre Français qui s'appelle Victor Place. Oui. On doit d'ailleurs à Paul-Émile Botta et Victor Place quasiment toutes les
très belle salle du musée du Louvre, où il y a malheureusement encore très peu de gens. Oui, c'est vrai. Hein, c'est et ce sont deux archéologues auxquels on ne rend pas suffisamment hommage, parce qu'après, très rapidement, ça va être, la Mésopotamie va être le terrain privilégié des fouilles archéologiques allemandes, avec un très très grand archéologue qui est Koldewey, qui va entre autres reconstituer au musée de Berlin la célèbre porte d'Ishtar. Nous avons quand même au Louvre des vestiges monumentaux. Je pense au célèbre taureau bicéphale de la Padana de Suse, qui est absolument tout à fait extraordinaire. La frise des archers dont je parlais, etc. Tout ça, c'est des vestiges achéménides, donc de l'Empire perse, un petit peu postérieur. Il y a des vestiges assyriens fabuleux. On a ce palais de Khorsabad absolument extraordinaire avec ses taureaux ailés qui mesurent plusieurs mètres de haut. Emmenez les enfants au Louvre, ils vont être éblouis. Un atome de seconde, la prouesse technique que représentait le transport de telles masses de pierres. Or, vous savez que pour les circuler jusqu'à la mer, il fallait évidemment emprunter ou le Tigre ou l'Euphrate. C'était sur des outres gonflées, lesquelles étaient évidemment soutenues sur des rondins. Mais rien que le transport du site archéologique au fleuve, du fleuve à la Méditerranée, après c'était presque gagné, parce qu'après c'était les bateaux. Mais c'était non sans risque d'ailleurs, parce que tous ces trésors archéologiques étaient souvent, on va dire, les brigands voulaient souvent essayer de marchander au mieux les trésors découverts par les archéologues. Si nous cherchions, Jean-Claude Simoën, une illustration de l'imprégnation de notre culture par tous ces mythes mésopotamiens, nous venons de la voir pendant l'écran de publicité. C'est peut-être la première fois depuis 10 ans que je vais réagir sur la page, oui, c'est vrai, à une publicité, mais en l'occurrence, on vient d'entendre la publicité pour le livre de Marc Duguin, La vallée des géants, je crois que c'est ça, ou l'avenue des géants. En tout cas, où il est question d'un véritable Gilgamesh, ni plus ni moins, un Gilgamesh moderne. Frédéric nous invite à aller visiter le musée Bodmer à Coligny. Il doit être de Genève, Frédéric. Magnifique. Consacré, nous dit-il, à l'histoire de l'écriture et du livre, une collection fabuleuse dédiée également à la recherche. Ça nous amène donc à notre sujet, à cette écriture mésopotamienne, à cet alphabet, si l'on peut dire, cunéiforme. Alors pourquoi dit-on cunéiforme ? Parce que on est en présence de tablettes d'argile qui ont été fichées, marquées à coups de clous, de coins. On dit ou coin ou clou, ou peut-être même les deux, d'où d'ailleurs... En fait, c'était un roseau taillé. Ou un peu de latin, cunéiforme. Voilà, c'est l'origine, coin et clou. Et alors, vous imaginez la tête des gens quand les archéologues ont découvert, entre autres, la bibliothèque d'Ashurbanipal, 25 000 tablettes d'argile. Vous savez, il y a un homme qui est un Américain qui s'appelle Kramer et qui a consacré toute sa vie à l'écriture cunéiforme. Et sur la fin de son existence, il en a publié un livre, L'histoire commence à Sumer, qui est une référence absolue. Et il y a une jeune impertinente qui vient l'interviewer, best-seller mondial, L'histoire commence à Sumer de M. Kramer. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un sumérologue ? Et il la regarde et il lui répond tout à trac, écoutez, vous êtes jeune et jolie. Alors je vais tenter de répondre à votre impertinence. Eh bien, voyez-vous, mademoiselle, un sumérologue, c'est quelqu'un qui sait presque tout sur presque rien. C'est ça. C'est joli, non ? Tellement peu de choses et en même temps tellement fondamentales. Cette écriture, au démarrage, à l'origine, est une écriture essentiellement pictographique, destinée à un échange commercial. Pictographique, c'est-à-dire que chaque signe représente une valeur. Image. C'est ça, une image. Une image, voilà. Et alors, ça, les choses vont s'améliorer petit à petit. Il va y avoir l'intrusion de voyelles, c'est-à-dire que la parole va être transformée et c'est le début de l'écriture. Alors, c'est facile d'en parler comme ça en 2012, mais quand on a ces plaquettes d'argile, évidemment, c'est absolument impossible à déchiffrer. Et il faut savoir quand même qu'en 1828, l'écriture hiéroglyphique a été découverte grâce à deux personnages. On oublie toujours le second. On ne parle que de Jean-François Champollion, mais il y a cet Anglais qui est un savant authentique et qui s'appelle Thomas Young, et tous les deux ont le mérite de décrypter le hiéroglyphique. Eh bien, c'est presque une histoire qui va se répéter, car
à l'origine du décryptage du hiéroglyphe, c'est une pierre qui s'appelle la pierre de Rosette, qui est ô combien célèbre. Eh bien, c'est la même chose, mais cette fois, ce sont dans les montagnes du Kurdistan où il y a un rocher, le rocher de Behistun, qui est à peu près à 100 mètres de hauteur, et où il y a un texte écrit en 3 langues. Exactement, on reproduit comme pour la pierre de Rosette. Et ces 3 langues, c'est évidemment le vieux perse, l'akkadien qu'on appelait à cette époque-là le babylonien, et Alors, pardon, les juste un mot, akkadien, A2KA, Oui. ça n'a rien à voir avec les Akkadiens américains, Bien sûr que non. on parle là de cette civilisation donc, qui est entre les Sumériens et les Assyriens. voilà, nous sommes au Moyen-Orient, nous Voilà. ne sommes pas de l'autre côté dans le Nouveau Monde. Voilà, je referme la C'est bien de parenthèse. préciser. Voilà. Ouais. Et alors, il y a un personnage qui est un savant allemand qui va Georg avoir... Grotefend. qui s'appelle Grotefend, qui est quand même un érudit, c'est un linguiste, c'est un épigraphiste même, c'est un philologue, donc un monsieur qui a une solidité d'érudition. Il a une intuition géniale, il y a un cartouche sur ce rocher de Behistun, et il dit « c'est Darius ». C'est exactement, là encore, comme pour le hiéroglyphe. Dans le cartouche avec Ramsès, oui, c'est ça. Il n'est pas pris au sérieux, il fait une déposition et il faudra attendre 50 ans pour qu'un major de l'armée anglaise, qui revient des Indes, de dire que c'est une histoire qu'on a, c'est du western, Oh, ce que je suis en train de vous raconter. Il s'appelle Harry Rallinson. Il est beau, il est sportif, et il vaut mieux, vous allez voir la suite de l'histoire, c'est un excellent cavalier, mais c'est surtout, il est né dans une très bonne famille, et il est lui aussi très érudit. Il parle une dizaine de langues, et il lit facilement au moins 5 ou 6 langues mortes. Et il est au courant des travaux et de l'intuition de Grotefend. Et sur ce rocher de Behistun, à 100 mètres de hauteur, il va établir des échafaudages au risque de sa vie pour copier, c'est-à-dire en papier mâché comme on le faisait, Prendre l'empreinte de ces 3 écritures, 350 mètres carrés. Vous imaginez la prouesse déjà technique que cela représente. Et lui va effectivement, en partant du cartouche, décrypter et se rendre compte de ce que c'était que cet alphabet. Donc c'est une prouesse d'abord de savant, d'érudit, c'est une prouesse sportive aussi. Donc je le salue très haut et très bas, d'autant que grâce à lui, la Mésopotamie va remonter à la surface, Elle va livrer ses elle va secrets. sortir de la nuit des temps, et on va pouvoir lire, entre autres, la littérature, c'est-à-dire l'épopée de Gilgamesh. Vous imaginez quelle émotion ça a dû être pour les premiers savants capables de traduire des bribes, et puis des bribes de plus en plus grandes, et puis des phrases et des vers complets, et puis des paragraphes. Arriver à comprendre ce qui jusqu'alors n'était que ces tablettes muettes, évidemment, qui semblaient ne porter une langue que personne ne lirait jamais. Et d'un seul coup, ces tablettes se mettent à parler. Et ce qu'elles nous racontent, c'est un monde nouveau, c'est une civilisation qui sort littéralement de terre. Nous y revenons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La Bacchanale sur Europe 1, extrait de Samson et Dalila, composé bien entendu par Camille Saint-Saëns. Alors nous repartons pour le Moyen-Orient et pour les découvertes extraordinaires qu'on y a faites. Je réalise que nous avons un peu laissé le déluge de côté tout à l'heure, Jean-Claude Simoën. Alors, dans cette épopée de Gilgamesh, il y a 2 points forts très importants. Le premier, c'est effectivement la notion même du déluge. Écoutez bien ce qu'on lit dans l'épopée de Gilgamesh. Démolis ta maison pour te faire un bateau, renonce à tes richesses pour te sauver la vie, détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf, mais embarque avec toi des spécimens de tous les animaux. Ça nous Ça rappelle une ressemble belle histoire. singulièrement à un autre grand texte. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ce texte, écrit en vers, faut-il le rappeler, sur 12 tablettes d'argile, en écriture cunéiforme, date de 3000, voire 3500 ans avant notre ère.
ôter ainsi à l'Ancien Testament le prestige de l'antériorité n'est pas une mince affaire. Et c'est d'ailleurs tellement peu une mince affaire que ça pourrait expliquer en partie la relative relégation dont souffrent les archéologues et les spécialistes de cette période et de cette région. Surtout à cette époque, mais encore maintenant, c'est lourd de conséquences. Oui, mais attendez, c'est pas tout. Il y a autre chose. Vous parliez tout à l'heure de ces deux héros, c'est-à-dire Gilgamesh et Enkidu. Il y a le rôle de la femme, c'est-à-dire la courtisane, la cabaretière, exactement. Quand ils vont... Je l'appelais tavernière tout à l'heure, j'aime mieux cabaretière, oui, vous avez raison. Voilà. Il va lui faire l'amour pendant 7 jours et 7 nuits. Mais vous savez ce que ça veut dire. Pas mal. Oui, ça nous laisse pantois. C'est même très bien. Mais ça veut dire, c'est l'acte sexuel. Mais surtout, il va devenir intelligent. Mais c'est... là encore, un rapprochement avec la Bible, c'est-à-dire le rôle civilisateur de la femme qui est également présent dans la Bible, et ça nous rappelle bien évidemment le passage de la Genèse, c'est-à-dire Adam et Ève. Alors, le fruit de la connaissance. Nous nous acheminons malheureusement vers la fin de cette émission, Jean-Claude Simoen, et nous n'avons que très peu parlé finalement des héros même de votre épopée, c'est-à-dire des grands archéologues. Quelques mots tout de même des Français, notamment Jeanne et Marcel Dieulafoy. Alors là, on repart pour la Perse. Alors écoutez, je pense qu'il faut bien comprendre que c'est un champ de ruines. Et c'est un champ de ruines... Tous Moyen-Orient, Irak, Iran compris. Oui, mais en Égypte, c'est du solide. C'est de la pierre. Là, c'est de la brique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais rien. C'est-à-dire qu'on va creuser dans de la terre, dans du sable, et on ne voit rien. Il faut être vraiment un érudit et un archéologue pour attacher de l'importance à ce que l'on va faire. Et d'ailleurs, les balbutiements de l'archéologie ont beaucoup détruit pour découvrir peu. Et il faudra attendre ce grand archéologue allemand, Koldewey, c'est-à-dire tout le musée de Berlin, pour être, pour la première fois, faire des choses très sérieusement, c'est-à-dire scientifique, fouiller de manière scientifique, et c'est d'ailleurs le tout début de l'archéologie, la fin du 19e siècle. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a commencé par les Perses, par les Assyriens, donc dans l'actuelle Syrie, etc., avant d'en venir très tardivement, dans des périodes qui sont très très contemporaines, à ces anciennes cités d'Uruk, etc., qui constituent la civilisation sumérienne. Et Marie, et là, il faut célébrer la mémoire d'André Parrot, qui était un grand conservateur du musée du Louvre, que maintenant tout le monde a oublié, et je pense que c'est bien de célébrer un peu sa mémoire. Ernest de Sarzec aussi, Tello, ça c'est très important. Absolument. Enfin bon, et tous ces noms et les aventures de tous ces personnages extraordinaires sont dans votre épopée de l'archéologie, Jean-Claude Simoen. Je suis ravi d'avoir pu entrouvrir, nous n'avons vraiment fait qu'entrouvrir le voile sur ces régions et sur ces périodes extraordinaires. Entendons-nous bien, les périodes dont on parle s'étendent sur plusieurs siècles. C'est comme si nous parlions d'une civilisation française ou d'une civilisation anglaise en oubliant qu'elles s'étendent sur 10, 12, 15 siècles. Je crois qu'on ne rappellera jamais suffisamment assez que le génie des Sumériens est d'avoir inventé un système de communication qui ne passe plus par le véhicule de la parole, mais l'écriture. Et puis, par ailleurs, je tiens à le souligner, Jean-Claude Simoen, nos auditeurs savent combien je me bats depuis des années maintenant pour la reconnaissance de la découverte du professeur Berthier, une découverte dont on célèbre cette année le 50e anniversaire, la découverte du site jurassien d'Alésia, du site de Siam, Chaudes et Crotenay. Eh bien, dans votre épopée de l'archéologie, tout un chapitre est consacré à cette affaire, et à ma connaissance, c'est un des très rares livres qui existent et qui rendent compte honnêtement et de façon très claire et très intelligente de ces travaux. Donc j'ai envie de dire, pour André Berthier, merci aussi d'avoir écrit cette épopée de l'archéologie. Jean-Claude Simoen, ça reparaît, c'est réédité en ce moment dans la collection de poche des éditions Perrin, cette célèbre collection Tempus. Merci beaucoup d'être venu nous parler un peu des Mésopotamiens. Il y a tellement à dire sur l'archéologie que je pense que nous nous retrouverons bientôt pour parler de Troie, par exemple, ou d'autres sujets encore. Vous êtes le bienvenu. On va ouvrir nos agendas. Un dernier conseil que nous envoie un de nos auditeurs, c'est d'aller visiter le musée Champollion, le musée des écritures à Cahors. C'est Jean-Claude qui nous conseille ça. Décidément, des musées sur les archéologues et sur l'écriture, il y en a un peu partout.